Bonjour, bienvenue dans la DEF. Aujourd'hui, on va parler du dispositif Censi-Bouvard. En quoi ça consiste, quels sont les avantages, les inconvénients. Mais d'abord, je vous invite à vous abonner, mettre un like sur la vidéo. Enfin, attendez peut-être la fin pour voir si elle vous a vraiment plu. Et puis à mettre un commentaire également à la fin si il vous reste des questions ou s'il y a des sujets que vous voudriez que je traite dans les prochaines vidéos. Alors, le dispositif Censi-Bouvard, en quoi ça consiste? En fait, c'est très simple. C'est un dispositif d'incitation à l'investissement immobilier. Donc, un peu comme en loi Pinel, le but, c'est d'avoir une carotte fiscale qui va motiver les contribuables à investir dans des biens neufs en respectant certaines conditions. Les conditions, c'est quoi? Eh bien, déjà, c'est d'investir dans un bien neuf qui est situé dans une résidence de service. Une résidence de service. Alors, à l'époque où le Censi-Bouvard a été lancé, ça s'étendait à tout ce qui est résidence étudiante, résidence senior et résidence de tourisme ou d'affaires. Donc, tourisme, montagne, mer, peu importe, mais tourisme au sens global. Aujourd'hui, on a quand même quelques restrictions sur ces résidences de service et ça se concentre essentiellement sur les résidences étudiantes et les résidences seniors. Puisque sur les résidences de service, il y a eu quelques petites dérives. Donc ça, c'est pour le type d'investissement finalement qu'il faut réaliser. En contrepartie de cet investissement dans de l'immobilier neuf situé en résidence de service, on va avoir tout un tas d'avantages. Les avantages sont les suivants. Le premier, c'est qu'on va pouvoir acheter hors taxe. Hors taxe, je prends un exemple, j'ai un bien qui est vendu 120 000 €. Que j'achète en résidence principale, sauf cas exceptionnel pour les primo-accédants, ou j'achète en loi Pinel ou peu importe, il est vendu 120 000 € chez un promoteur, je l'achète 120 000 €. Donc je vais demander un crédit de 120 000 à la banque. Dans le cadre d'un dispositif Censi-Bouvard, on a la possibilité d'acheter le bien hors taxe. Ça veut dire que s'il vaut 120 000 € TTC, on va pouvoir financer seulement les 100 000 € hors taxe de ce bien. Ce qui est très intéressant évidemment parce qu'on fait une économie de la TVA. On va voir tout à l'heure dans les inconvénients que cette économie, elle n'est pas pleinement acquise immédiatement. Il peut y avoir justement un revers à la médaille. Je précise également que sur cet aspect d'achat hors taxe, à l'époque, c'était beaucoup plus intéressant parce que les banques finançaient l'enveloppe TTC. Donc, c'est-à-dire que le bien était affiché 120 000 €. Vous deviez seulement 100 000 € au promoteur au moment du passage chez le notaire, mais la banque vous finançait quand même le montant TTC. Donc ça vous laissait finalement une enveloppe de 20 000 € de trésorerie que vous pouvez utiliser à votre guise. Le problème, c'est qu'il y a eu des dérives, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont utilisé cet argent pour faire un peu n'importe quoi, acheter une nouvelle voiture, etc., ou se faire plaisir à titre personnel. Le souci, c'est quoi? C'est que forcément, quand on finançait TTC alors qu'on était censé acheter hors taxe, en soi, ça n'aurait pas été un problème si l'argent avait été bien géré. Mais vu que les investisseurs ils faisaient n'importe quoi et qu'ils avaient une mensualité de crédit qui était plus grosse, parce qu'ils avaient un crédit sur 120 000 et non sur 100 000, ça a pu poser quelques problèmes de trésorerie et de remboursement des mensualités de crédit. Voilà, donc aujourd'hui, les banques globalement ont arrêté. Alors, il peut y avoir un cas exceptionnel. C'est pas la peine de venir me dire dans les commentaires, moi, mon cousin, il a obtenu un financement TTC la semaine dernière. Il y a peut-être des cas exceptionnels, mais dans 99% des cas aujourd'hui, en Censi-Bouvard, la banque finance directement l'enveloppe hors taxe. Voilà, ça, c'est la première chose. Premier avantage, c'est qu'on peut acheter hors taxe le bien. Deuxième avantage, c'est la réduction d'impôt. Et généralement, c'est ce pourquoi la plupart des gens investissent. C'est un bon parallèle avec la loi Pinel. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet parce qu'en loi Pinel, il y avait un certain nombre de conditions et il y avait un avantage. Le problème de la loi Pinel, c'est qu'on l'avait vu, trouver un bien qui coûte moins de 150 000 €, c'est pas évident. En tout cas, dans ce genre de dispositif. Et vu que la réduction d'impôt Pinel est de 2% du montant de l'investissement par an, ça veut dire qu'il faut avoir au moins 3 000 € d'impôt à effacer tous les ans pour pouvoir investir sur une loi Pinel. Mais il y a des gens qui ont moins de 3 000 € d'impôts et qui voudraient quand même les effacer via un dispositif immobilier. Donc le Censi-Bouvard, ça peut être intéressant pour ceux qui ont moins de 3 000 € d'impôts. Enfin, intéressant, je reviendrai sur les inconvénients après, vous allez voir que je ne porte pas forcément ce dispositif dans mon cœur. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont moins de 3 000 € d'impôts, 1 500, 2 000 €, ça peut potentiellement correspondre. Pourquoi? Parce que la réduction d'impôt, elle est de 11% sur 9 ans. Si on divise 11 par 9, vous avez une réduction d'impôt de 1,22% par an pendant 9 ans. Donc, si vous avez investi 100 000 € TTC, vous avez une réduction d'impôt. Alors, c'est 1,2222, ça vous fait 1 222 € de réduction d'impôt par tranche de 100 000 € investis. Donc, ça peut être potentiellement intéressant. Et pourquoi 9 ans? Parce que tout simplement, c'est la durée minimale du bail dans lequel vous allez devoir vous engager avec un exploitant.
Ce qui est vendu comme un avantage, mais qui en fait, pour moi et dans la plupart des cas, est plutôt un inconvénient. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous dit qu'il y a un exploitant qui va gérer l'intégralité des biens de la résidence dans laquelle vous avez investi et du coup, vous n'avez rien à faire. Lui, il va trouver des locataires, il va mettre des étudiants ou des seniors ou louer en résidence de tourisme ou peu importe. Il va générer, admettons, sur votre appartement, je ne sais pas, 8% de rendement, mais dans le bail commercial qui vous lie avec lui, vous êtes engagé sur un loyer qui correspond à un rendement de 4%, admettons. Donc la différence, elle est pour lui. L'avantage, c'est que même s'il n'y a pas de locataire, comme il y a un bail commercial entre vous, il est censé vous payer votre rendement. Donc, pour vous, vous vous dites c'est tout bénef. Que j'ai un locataire ou pas, de toute façon, j'ai même pas besoin de le gérer. Et en plus, j'ai un bail commercial avec cet exploitant qui dit qu'il doit me payer mon loyer quoi qu'il en soit. Que lui trouve des étudiants, des seniors ou des touristes ou pas. Donc, ça peut être potentiellement intéressant. Voilà, ça c'est l'avantage normalement du Censi-Bouvard en dehors du financement hors taxe et du fait que vous avez une réduction d'impôt. On vous dit que c'est des résidences qui sont complètement gérées et que vous avez un rendement qui est garanti par un bail commercial. Maintenant, j'en arrive aux contreparties, aux inconvénients. Premier inconvénient, il est lié au financement hors taxe justement. Parce que si vous ne payez pas la TVA, il faut comprendre que quelqu'un la paye. Ce quelqu'un, c'est qui? C'est le promoteur. En fait, il fait une avance de la TVA. Ce qui se passe, c'est que vous achetez ce bien. Dans 9 ans, vous n'avez plus d'avantage fiscal. Donc, vous payez la mensualité de crédit pleinement. Vous n'avez plus la réduction d'impôt en guise de carotte. Potentiellement, vous allez vouloir revendre ce bien, comme la plupart des investisseurs qui ont acheté dans la même résidence. Premier impact négatif, si tout le monde revend en même temps, le prix il a tendance à baisser, vous allez revendre moins cher que le prix auquel vous espériez revendre. C'est la première chose. Mais le deuxième gros inconvénient, c'est que vous allez revendre, certes, mais le fisc il va vous dire « Attends, moi je t'ai fait un cadeau des 20% de TVA. » Enfin, en tout cas, le promoteur les a avancés pour toi. Si aujourd'hui tu revends, la TVA elle n'est pas pleinement acquise. Elle est acquise au bout de 20 ans. 1/20 par an pendant 20 ans. Donc si tu revends au bout de 9 ans, tu es éligible à 11/20 de la TVA. En tout cas, tu nous dois, 11/20 de la TVA. Donc j'ai acheté 100 000 hors taxe, j'ai économisé 20 000 de TVA, je revends au bout de 9 ans, je dois reverser au fisc 11 000 € de TVA. Donc déjà, si j'ai un bien qui vaut 100 000, que tout le monde vend en même temps, donc je le revends moins cher, peut-être 80 000. Sur les 80 000 que je récupère, il faut que je solde mon prêt. Il faut que je rembourse les 11 000 € de TVA. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre intermédiaire, il y a une autre partie dans l'équation qui va être biaisée par cette revente. C'est l'exploitant. Parce que si vous revendez votre bien, qu'est-ce qui se passe? L'exploitant, ce bien, il ne l'a plus en gestion. Donc, dans le bail commercial qui vous lie à lui, il y a une petite clause qui dit que si vous revendez le bien avant une certaine durée, qui est généralement les 20 années, parce que c'est corrélé avec la TVA, l'exploitant il dit « vous me devez ce qu'on appelle une indemnité d'éviction qui correspond à 1 voire 2 ans de loyer ». Donc, si je reprends l'exemple, sur 100 000 €, vous aviez un rendement garanti par le bail commercial de 4% par an, ça fait 4 000 €. Une indemnité d'éviction de 2 ans de loyer, ça fait que vous allez encore perdre 8 000. Donc, vous avez revendu moins cher. Vous avez pris 11 000 de rattrapage de TVA. Vous avez pris 8 000 d'indemnité d'éviction. Il ne vous reste déjà plus beaucoup. Et vous avez le crédit à solder, toujours. Faut pas l'oublier. Si on tient compte de tout ça, on se dit quand même qu'il y a un risque qui est plutôt conséquent. Et ce n'est pas juste notre avis sur la question. Il y a énormément d'investisseurs qui se sont fait avoir sur ces dispositifs. Mais voilà, même si on n'a pas l'intention de revendre, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas l'intention de revendre et qu'on souhaite conserver le bien, il y a aussi un risque. Le risque, c'est quoi? C'est que comme il y a un exploitant qui gère ce bien, comme l'ensemble de la résidence, potentiellement, eh bien, je ne suis pas maître à bord. Je ne gère pas mon investissement comme je l'entends. C'est l'exploitant qui a toutes les clés. Donc, si l'exploitant il décide de refaire la façade, de refaire les extérieurs, de, j'en sais rien moi, creuser une piscine parce qu'il n'y en avait pas dans la résidence, de mettre des panneaux solaires sur le toit, de mettre des clims, de changer le mobilier, de refaire les peintures et le carrelage tous les 2 ans, vous avez absolument rien à dire en tant que propriétaire. Vous n'êtes pas chez vous. L'exploitant, il dit on fait ça et c'est vous qui payez. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Et deuxième cas de figure qui peut être embêtant vis-à-vis de l'exploitant, quand bien même on ne souhaite pas revendre, ne serait-ce que pour éviter les problèmes de reversement de TVA et d'indemnité d'éviction, même si on souhaite conserver le bien, on n'est pas à l'abri que l'exploitant il fasse faillite. Oui, parce que l'exploitant il garantit à tous les investisseurs un rendement par son bail commercial. Mais il n'est pas garanti d'avoir des locataires en face. Donc s'il n'a pas de locataires en face,
il n'est pas à l'abri de faire faillite, on est bien d'accord. Et des exploitants qui coulent, il y en a eu plus d'un. Alors après, on peut choisir des grosses sociétés d'exploitation, oui, mais il y a aussi des cas de figure, beaucoup trop à mon goût, des sociétés d'exploitation qui ont fait faillite. Si une société d'exploitation elle fait faillite, c'est une autre qui va racheter le programme, qui va reprendre l'exploitation, qui va reprendre les baux commerciaux qui liaient l'ancien exploitant aux investisseurs. Et à ce moment-là, il est complètement libre, ce nouvel exploitant, de redéfinir les conditions du bail commercial et de baisser purement et simplement le loyer. Donc vous pouvez très bien, à tout moment, vous retrouver soit avec un exploitant qui est celui du départ à devoir payer des travaux, des rafraîchissements sans qu'on vous ait demandé votre avis, ou alors, pire, si cet exploitant fait faillite et que c'est un autre qui reprend, avoir votre loyer potentiellement divisé par 1, 2, 3. Ce n'est pas des folies que je vous raconte, ce n'est pas des inventions, c'est des cas concrets, c'est des choses qui se sont passées régulièrement. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on a une cliente qui nous a exposé son cas. Alors elle, c'est même un peu compliqué parce qu'en fait, c'est elle qui avait vendu un appartement en résidence étudiante à sa propre mère. Sa mère qui avait acheté 90 000 € un appartement et qui aujourd'hui l'a revendu 30 000 €. 30 000 € sur lesquels elle doit rembourser le crédit, parce qu'évidemment elle avait un crédit sur 20 ans et ça fait 9 ans qu'elle a son bien, sur lequel elle doit rembourser de la TVA et sur lequel elle doit payer une indemnité d'éviction à l'exploitant. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup d'inconvénients potentiels, beaucoup de risques pour le peu de gains, si je puis dire, qu'on peut avoir en face, parce qu'au final, on va prendre des risques énormes, dans le cas de la cliente, perdre minimum 60 000 € sur son investissement pour avoir gagné quoi 4 ou 5% par an pendant 9 ans, plus une petite carotte fiscale. Donc nous, à titre personnel, avec Florian, c'est un dispositif qu'on déteste, souvent parce qu'il vous est présenté comme étant le Saint Graal, mais on ne vous parle jamais des inconvénients. Donc voilà, nous, à titre personnel, ce n'est pas quelque chose qu'on aime. Après, il y a des exceptions. Vous trouverez toujours quelqu'un qui a fait une bonne affaire qui sera là pour dire oui, mais c'est pas vrai, c'est un super dispositif, etc. Nous, on a notre avis sur la question. On n'en a jamais vendu, mais au moins, on n'a jamais eu de plainte de la part de nos clients. Voilà, en tout cas, j'espère que sur le dispositif Censi Bouvard, c'était suffisamment clair et précis. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. S'il y a des sujets qui vous intéressent, pareil. Mettez un like si ça vous a plu, partagez cette vidéo, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de l'ADEF.